voilà, le format d'une table ronde interactive. On va essayer voilà, que ce soit dynamique, mais le dynamisme ne sera pas apporté par nous, mais par simplement les entités qui vont se présenter. On a voilà, thématisé et donc on est Et à en deux fait, avec Estelle, effectivement, pour... Et comme on voulait vous épargner leur épargner des longues présentations, 9 longues présentations, on a essayé d'organiser ça de façon un petit peu plus dynamique parce que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment que vous les identifiez. On est certain, vu ce qu'ils vont vous dire, qu'il y a déjà des choses qui vont tilter dans vos têtes et que vous aurez envie d'échanger avec eux lors des temps de pause. Donc, ils ont accepté de jouer le jeu et dans un premier temps, ils vont se présenter très vite en vous donnant les données clés de leurs différentes entités et après, on échangera tous ensemble sur ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui fait que vous avez eu les uns et les autres la volonté de nous rejoindre. Donc, alors là, les slides, je ne maîtrise pas. J'avais juste prévu que le premier, honneur, solidarité féminine oblige, ce soit Jade. Donc, je te laisse la parole. Un grand merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Jade Lemecq, directrice générale de Proxinov. Donc, Proxinov, on a une spécificité. On est à la fois un réseau d'entreprises et un centre de recherche technologique. Dans notre réseau, on regroupe plus de 200 entreprises autour de la robotique industrielle, majoritairement des PME. C'est super bien pour les indicateurs Carnot. Et à la fois des industriels manufacturiers qui ont besoin de la robotique, des offreurs de solutions et des intégrateurs. On existe depuis 13 ans, on est maintenant 19 personnes sur 2 entités, à La Roche-sur-Yon et au Havre, donc régions qui partagent des frontières communes. En tant que centre de ressources technologiques, notre but, c'est d'aller accompagner des PME plutôt primo-accédantes sur des sujets de robotisation. Et du coup, ça nous impose, entre guillemets, de travailler la robotique différemment, de faire de la robotique plus flexible, d'aller chercher des nouvelles solutions, des solutions d'intelligence artificielle, des solutions de préhension un petit peu innovantes. On a également en ce moment 2 projets France 2030 en cours, donc partenariaux bien sûr, dont un autour de la robotique de soudage, grande dimension, grande précision, avec 2 industriels, un labo, un IRT et une PME intégratrice. Voilà, donc le but c'est surtout de laisser un petit peu la parole à tout le monde. Et le gagnant est, diapo suivante s'il te plaît Thomas. La M-Cube. Oui, bonjour, Philippe Dufresnoy, directeur du LAMCube. Donc le LAMCube, c'est un laboratoire de mécanique des solides, donc sur l'île, qui est assez récent, mais issu d'un ancien laboratoire qui était plutôt multidisciplinaire en mécanique. Et donc on a on travaille sur 4 domaines, donc le couplage multiphysique dans les géomatériaux, les mécanismes d'endommagement de fatigue dans les matériaux et structures, métalliques, mais aussi composites et polymères. Sur les mécanismes induits par frottement, donc plutôt tribologie, et sur les mécanismes des tissus biologiques, donc en bio-ingénierie, et avec aussi 3 plateformes qui sont labellisées dans nos établissements, donc qui peuvent intéresser aussi les partenaires du Carnot. Donc on a une plateforme en microtomographie par diffraction rayon X qui fait des essais multi-axiaux, donc il y a des particularités. On a une plateforme qui fait des essais mécaniques multi-axiaux fortement instrumentés et également une plateforme autour des matériaux plutôt fabrication, notamment fabrication additive, mais j'y reviendrai plus tard. Voilà. Bonjour, Christophe Magro, ravi d'être là parmi vous. Donc, je suis le directeur de Canoë. Canoë, c'est le centre de recherche et de transfert de technologies matériaux procédés dans le domaine des fibres et des matériaux composites. On a été créé il y a plus d'une quinzaine d'années. Canoë, ça regroupe une équipe d'une cinquantaine de docteurs, ingénieurs, techniciens, opérateurs de R&D, aussi bien en environnement laboratoire, atelier et ligne pilote pré-industrielle. On est répartis sur 3 sites géographiques, tout dans la Nouvelle-Aquitaine, le site de Pessac à proximité du laboratoire I2M, l'Institut Carnoir,
le site de Pau, sur le campus de l'UPPA, et le plus gros site qui se trouve à Lac, sur le bassin de Lac. On a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 600 000 euros, constitué principalement de ce que nous on appelle des prestations d'études de R&D, mais voilà, c'est pas de la prestation de service, hein, c'est ce qu'on va appeler dans le jargon Carnot de la RCDE, à plus de 80%, c'est éligible Carnot. C'est aussi constitué de contrats de collaboration bilatéraux avec aussi bien grands groupes, PME ou même EPIC, et aussi un marché étatique défense qui représente une bonne part de ce 2,6 millions et qu'on ne peut pas mettre dans le RCDE pour des raisons de confidentialité spéciale France. Et auquel s'ajoute ce qu'on appelle la recherche collaborative, qui représente à peu près 1 million d'euros chaque année. Notre feuille de route 2030, Canoë 2030, elle répond à 3 grands enjeux sociétaux, la défense, la souveraineté et la sécurité nationale. Le second, c'est le changement climatique, développement durable, transition énergétique, environnementale. Et le troisième, c'est la santé publique et les dispositifs médicaux. Et pour y répondre, en fait, ça s'articule autour de 7 axes de recherche et technologie. La fibre de carbone, qui est le grand axe majeur de Canoë. Ensuite, les fibres et les films polymères biosourcés, les fibres creuses et les membranes, pour le domaine de l'environnement en particulier, les matériaux cellulaires et les mousses, les tapes thermoplastiques unidirectionnelles et les voiles non tissées, les matériaux composites thermoplastiques et les méthodes CND, et enfin le recyclage textile, plastique et composite. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Durand, je dirige le centre de transfert de technologie céramique qui est labellisé Centre de ressources technologiques depuis la création du label en 1996. Donc on est une structure qui a un peu plus de 40 années d'existence, avec, alors à date on est 25, en début d'année probablement 27. Donc on réalise à la fois des prestations de R&D auprès de tout type d'entreprise, mais essentiellement tournées vers les PME, puisque c'est le cahier des charges du label CRT. On a également des activités de recherche collaborative, un laboratoire de caractérisation des matériaux, et on fait également de la formation continue sous le sceau de Calliope. Nos expertises donc, concernent les céramiques techniques. Donc même si je viens de Limoges, nous on ne fait pas d'assiettes, on fait que des céramiques industrielles. Les procédés de fabrication de ces céramiques, qu'ils soient conventionnels, avancés ou additifs, et en fabrication additive, on a même étendu notre expertise aux multimatériaux, notamment avec les métaux. Beaucoup de caractérisation de ces céramiques, de la poudre jusqu'à l'objet final, et la formation continue, comme je l'ai dit. Donc chaque année, c'est à peu près 70 projets de recherche contractuelle. À peu près 55% de notre chiffre d'affaires est réalisé auprès de PME ETI, et en moyenne 5 projets de recherche collaborative chaque année. Voilà. Merci. Sébastien. Bonjour à tous, enchanté d'être ici aussi. Sébastien, au Rospeed, donc je suis le directeur de WeNetwork. WeNetwork est également un centre de ressources technologiques, comme mes voisines. On a été créé il y a un peu plus de 10 ans, 2014. Moi, je dirige la structure depuis l'origine. Je fais partie de l'équipe qui a fondé WeNetwork. La petite spécificité pour nous, c'est qu'on s'est vraiment construit sur le tissu industriel de la filière électronique dans l'Ouest, partant d'un constat qu'il y avait beaucoup d'industriels qui fabriquaient, qui concevaient des équipements électroniques dans l'Ouest, mais qui travaillaient en silo, et qu'il était intéressant de poser au milieu de cet écosystème-là un centre technique pour les aider à coopérer ensemble, parce qu'ils partageaient un certain nombre de problématiques. Et au fur et à mesure de l'évolution de cette structure, qui compte maintenant une petite vingtaine de salariés,
Voilà, qui s'est développé de façon très entrepreneuriale, hein, parce que là, on a mis la recherche partenariale à 630 000 €, mais on fait 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires, principalement à 90% à destination des PME, sur des activités de prestations techniques, de recherche collaborative aussi, de centres de formation comme le CTTC ou comme Proxinov ou comme Clarté. Tout ça, c'est une croissance moyenne sur 10 ans d'environ 10% par an de nos activités de prestation, voilà, qui ont soutenu le développement de cette structure. On parle beaucoup de TRL depuis ce matin. Nous, on est des fervents partisans du MRL, puisqu'on vient de l'industrialisation. Donc on fait beaucoup d'accompagnement pour monter en maturité les niveaux NRL, soit de techno, de process liés à l'électronique, soit de produits tout court. Donc on bosse beaucoup avec des startups. J'ai vu qu'il y a 6 startups par an qui émergent du Carnot. Nous, on en aide beaucoup sur les sujets d'industrialisation, de stratégie make or buy, de réalisation de protos, de démonstrateurs industriels. Et pour terminer, donc on est situé à Angers. Angers, à 2 heures de route autour de nous, on touche 50% de la production électronique française. Et du coup, on a au sein de notre système, vous le voyez là dans les photos, toute une ligne de prototypage, de réalisation de démonstrateurs, d'intégration industrielle qu'on met à disposition de nos clients. Voilà. Jean-Luc ? Oui, bonjour, Jean-Luc Dion, laboratoire Euler. C'est un laboratoire qui est en région parisienne, à Isaïe-Supméca, qui est fraîchement démoulé au passage, parce qu'on a moins d'1 an d'existence, même 6 mois pour être tout à fait précis. Et même pour être encore mieux, en fait, on a créé ce laboratoire avec un projet de recherche commun de 3 équipes de recherche, avec un objectif de rentrer dans le quart noir. Donc aujourd'hui, c'est un moment important pour nous, c'est un moment d'étape important. Donc on travaille dans un certain nombre de sujets, l'ingénierie système, la mécatronique, la tribologie, les matériaux, tout ce qui est système dynamique, vibration, acoustique. Voilà donc un peu nos thématiques. Avec cette spécificité qui aujourd'hui fait qu'on a un chiffre d'affaires partenarial qui reste modeste, mais avec un mode de fonctionnement qui est plutôt basé actuellement sur des ANR et l'Europe, et une volonté d'aller un peu plus vers cette recherche partenariale des PME-PMI, donc qui s'aligne, je pense, assez bien avec ce qu'on a entendu précédemment. Voilà. Merci. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Boucher, je représente Clarté, donc également des Pays de la Loire. Nous, on vient de Laval et on existe depuis 1996. Et justement, je voulais vous raconter une histoire avec 1996. Ça va être sur 3 axes. Le premier axe, tu l'as cité juste avant, 1996, c'est la création du label CRT. C'est un des plus vieux, c'est le plus vieux label encore en vie créé par le ministère, avec cette vocation d'être des structures d'appui au transfert technologique et de rapprocher plus spécifiquement les PME et les ETI du monde de la recherche. Donc je suis très content d'être là et de peut-être vous aider et contribuer, nous, CRT, à ce rapprochement dans les années qui viennent. La deuxième histoire avec 96, c'est que c'est la création du salon Laval Virtual à Laval, ce qui fait que Laval est aujourd'hui reconnu comme une capitale européenne, nationale et européenne, sur ces technologies de la réalité virtuelle. Et depuis 96, les arts et métiers Angers-Laval collaborent à cette technique, et j'ai des camarades lavallois qui sont dans la salle, et je suis très content de poursuivre cette collaboration avec eux. Et puis la dernière histoire avec 96, c'est si vous prenez notre chiffre d'affaires recherche partenariale et que vous le divisez par le nombre de TP consacrés à la recherche qui a été présenté tout à l'heure, ça fait à peu de choses près 96. Ça veut dire qu'on a des équipes qui sont consacrées exclusivement à ces activités de RCDE et qui représentent un chiffre d'affaires individuel d'à peu près 100K, ce qui est un des objectifs fixés par le ministère sur les CRT, sur ces activités-là. Voilà. Donc le champ thématique, vous l'avez compris, réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce qui touche aux interfaces homme-machine et à l'utilisation de l'IA pour les IHM, avec des plateaux techniques sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Voilà. Merci. Bonjour, Bertrand Canaples, directeur général de Valutech. Valutech est la filiale de valorisation de l'Université Polytechnique de France, l'université basée à Valenciennes. Et
Nous avons un petit peu plus de 27 ans d'existence. Nous avons aujourd'hui 25 salariés et nous réalisons un chiffre d'affaires aux alentours des 2,7-2,8 millions d'euros. L'université nous a donné 2 missions. La première, l'exploitation d'un centre d'essais mécaniques et environnementaux. Et donc avec une vingtaine de collaborateurs, nous adressons des problématiques liées à la sécurité, au confort, au vieillissement, à la fiabilité dans les transports, principalement terrestres. Certains de ces essais sont sous accréditation COFRAC, notamment les essais liés à la sécurité passive, les essais vibratoires et des essais d'endurance par flexion rotative. Et ensuite, l'université nous a également délégué la gestion administrative et financière de contrats avec le monde industriel, dans lequel certains de nos collaborateurs interviennent ou on intervient avec nos plateformes. Oui, bonjour à tous. Donc Éric Laurenceau, directeur de l'Institut Maupertuis. On est donc basé à Bru, mais plus précisément à côté de Rennes. Notre métier, c'est de développer, on va dire, des procédés industrialisables par les grands donneurs d'ordre. Alors, quand on dit grands donneurs d'ordre, globalement, on travaille avec tous les champions européens qui sont basés en France, que ce soit pour les avions, les bateaux, les voitures, le nucléaire, la défense. Et notre métier, c'est essentiellement développer des procédés d'assemblage par soudage, soudage par fusion ou soudage par friction malaxage. De cette expertise de soudage, on a depuis près de 15 ans maintenant, on travaille sur de la fabrication additive, métallique, pour réaliser des pièces de grande dimension, de forme gauche, avec des grosses problématiques de déformés, de contraintes, de simulation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient intégrer Carnot, c'est pour se trouver des laboratoires avec lesquels on pourra, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, partager toutes ces problématiques liées à la métallurgie. On est une vingtaine d'équivalents temps plein et en gros, on fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires partenariaux, enfin de recherche partenariale. Et quand je dis ça, je pense que j'ai dit l'essentiel de l'Institut. Merci. Merci à tous pour cette présentation globale de vos activités. Donc on a vu que finalement votre intégration dans le périmètre du Carnoir partait aussi d'un challenge et d'opportunités à saisir, à la fois pour vous en tant que structure et puis aussi pour nous en termes de Carnot, avec des objectifs bien précis qu'on avait en tête en termes de développement de la recherche partenariale et puis d'ouverture vers des niveaux de TRL, MRL également, qui sont importants pour les laboratoires de recherche vis-à-vis de leur complémentarité à avoir avec vos centres techniques. Alors, 3 axes thématiques maintenant vont être développés autour de ces opportunités. Le premier axe, c'est autour du ressourcement scientifique, qui est le cœur un petit peu du label Carnot, c'est-à-dire que les pouvoirs publics nous financent de l'abondement que l'on réinvestit dans le ressourcement. Philippe l'a rappelé tout à l'heure, il y a différents appels à projets au sein de notre Carnot, vous les connaissez en tant que laboratoire, l'appel à projet annuel, et puis aussi des appels à projets de ressourcement scientifique sur les programmes structurants qui ont lieu tous les 2 ou 3 ans, où on se projette sur des programmes à 4-5 ans avec la collaboration d'au moins 4 entités, 4 à 5 entités sur 4 ans. Voilà. Alors on peut effectivement faire intervenir 3 organismes qui sont avec nous autour du ressourcement scientifique pour témoigner des opportunités à saisir dans le cadre de l'intégration dans le Carnot. Sébastien, je commence par toi. Par rapport à... Voilà. Ouais. Par rapport à cette opportunité-là. Par rapport à ce sujet, ouais. Donc, comme je le disais en intro, nous, on vient vraiment du champ de l'usine et depuis l'origine de WeNetwork, on a mis en place des projets de coopération avec nos industriels qui sont principalement les industriels de sous-traitance. Et ces industriels de sous-traitance qui sont en conception ou en production, en fabrication, ils ont historiquement dans leur ADN pas du tout de connexion c'est même pas caricatural comme propos. Je crois qu'en 10 ans, j'ai dû voir un industriel qui avait lancé une thèse sur des sujets de process, quoi.
Donc c'est pas du tout dans la fibre de cette filière et dans l'ADN de cette filière. Donc ce CRT-là, il s'est construit sur les 10 premières années sur l'état de l'art, en fait, et sur le fait de faire coopérer ces acteurs-là sur leur cœur de métier. Mais au moment de formuler la stratégie de WeNetwork sur les 10 prochaines années, en tant que centre technique, on se dit qu'il est absolument fondamental de prendre un temps d'avance sur notre filière industrielle, et que ce n'est pas eux, les industriels, individuellement, qui le feront. Et donc on pense que c'est une vocation forte de ce centre technique, comme le rappelait d'ailleurs Alex en introduction pour Clarté, de créer finalement le temps d'avance par rapport aux process qui vont être déployés derrière dans les usines en France. Et autour de ces sujets-là, WeNetwork du coup a à formuler dans les mois, années qui viennent, une stratégie de ressourcement scientifique qui n'existe pas encore aujourd'hui au niveau du CRT. Et donc c'est un truc hyper important pour nous de pouvoir rejoindre le réseau Carnot pour appuyer cette démarche-là. Et puis on a 2-3 sujets en matière de production électronique et de process associés, notamment liés à la transition environnementale qui va créer un vrai raz-de-marée pour nos industriels. Et si on ne s'empare pas de ces sujets assez rapidement, on risque de fragiliser notre tissu. Voilà. Merci. Une deuxième intervention qu'on avait prévue autour du ressourcement scientifique, c'est Christophe avec Canoë. Oui, alors le ressourcement scientifique, c'est quelque chose de stratégique et de vital pour Canoë, pour préparer son futur. Ça veut dire déjà être en capacité de faire de l'innovation de rupture, d'acquérir du savoir-faire unique, différenciant et en avance de phase, pouvoir aussi renforcer sa stratégie de valorisation et de protection des résultats, et enfin aussi pouvoir ruisseler, c'est-à-dire pouvoir avoir un retour sur investissement à moyen terme pour que ce ressourcement scientifique puisse derrière générer des recettes, et en particulier sur de la recherche contractuelle ou sur de la recherche partenariale. Aujourd'hui, le ressourcement chez Canoë, c'est du financement sur fonds propres, mais aussi cofinancé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. On a en gros les moyens humains qui sont alloués sur le ressourcement. Ça représente 12 ETP par an, donc vous voyez, sur un total de 50, ça veut dire pas loin de un peu plus de 25% de l'effectif de Canoë. Et enfin, je voulais vous donner un exemple de ressourcement scientifique. Donc c'est un partenariat qu'on a établi avec le laboratoire I2M, ici présent. Là, je peux saluer Jean-Luc, avec qui on a monté ce partenariat. C'est dans le cadre d'une thèse CIFRE avec Airbus. Qui porte sur l'étude de la mise en œuvre alors je vais appeler ça des fibres de carbone spéciales, qui sont à haute performance, mais surtout aussi à faible poids, durable bien sûr, et à faible impact, à faible impact environnemental et bas coût. Voilà. Donc là, je rebondis sur ce montage de collaboration autour des programmes de ressourcement. Vraiment, les intégrations des centres techniques ou CRT sont dans cet objectif-là, de pouvoir monter des programmes amont pour développer ensuite la recherche partenariale directe avec les entreprises. Peut-être, Philippe, une dernière intervention dans un cadre finalement qui est plus académique, donc plus naturel presque, pour un laboratoire d'aller vers le ressourcement. Oui, tout à fait. Alors, oui, merci. Effectivement, on peut se poser la question pour un laboratoire de recherche qui vise déjà du ressourcement naturellement scientifique. En fait, nous, l'idée... alors on a plusieurs activités, nos laboratoires. On a une activité un peu particulière, un modèle peut-être particulier. On fait déjà beaucoup de partenariats, d'où le chiffre d'affaires important pour le laboratoire. Évidemment, on équilibre aussi avec des travaux beaucoup plus amont sur des projets académiques. Et finalement, on aimerait bien aussi... on a parfois des questions qui nous sont adressées par des partenaires sur lesquelles on ne peut pas répondre ou répondre partiellement, et qu'on aimerait bien finalement... on aimerait bien répondre avec des partenariats, notamment au sein du Carnot. Donc je vais prendre 2 exemples peut-être pour être plus précis.
Donc, par exemple, on travaille sur des problèmes de diffusion de polluants dans les sols, pour des problèmes de stockage de déchets avec l'Andra, etc., donc, ou de perméabilité des sols ou des bétons. Et donc, on a développé des compétences très fortes sur la caractérisation de ces matériaux ou de ces milieux. Et voilà. Et on a des questions sur. Donc, on a commencé à traiter, donc avec un partenaire qui est le PIM, sur des revêtements époxy sur les bétons, et donc sur lesquels, finalement, nous on transpose nos techniques qu'on a développées sur les matériaux au revêtement. Donc c'est une idée, voilà, c'est une idée qu'on a commencé à traiter avec le PIM et qu'on voudrait renforcer. Donc comme finalement ressourcement pour aller chercher d'autres partenariats. Donc autre exemple en tribologie où on travaille, on a une forte compétence sur les problèmes de frottement, d'usure dans des milieux, dans des conditions très sévères, notamment l'application freinage ou un peu aéronautique, et qu'on aimerait bien aussi développer, où on nous pose des questions sur des sollicitations très grande vitesse, très forte sollicitation. Donc peut-être vous imaginez pourquoi, mais voilà, sur et on aimerait bien finalement aussi développer des partenariats au sein du Carnot, par exemple peut-être avec le M3 ou d'autres laboratoires, où l'idée c'est d'aller développer finalement des techniques ou des moyens qui permettent d'aller chercher des sollicitations beaucoup plus sévères dans des conditions extrêmes. Et pour ça, on a besoin, on a des complémentarités intéressantes avec d'autres laboratoires qu'on aimerait bien développer pour augmenter nos savoirs et puis nos capacités. Merci. Alors, on vient de parler de ressourcement scientifique. Deuxième axe, deuxième faisceau d'opportunités liées à votre intégration dans le Carnot, bien sûr, c'est le développement de la recherche partenariale. Et on vient de terminer l'axe ressourcement avec un laboratoire. Sur la recherche partenariale, on va commencer aussi avec un témoignage du deuxième laboratoire. Jean-Luc, tu avais des choses à dire. Oui, alors recherche partenariale, mais en amont, en fait, c'est sur une thématique qui couvre un terrain assez large. On a commencé par faire une ANR sur les milieux granulaires avec une recherche plutôt fondamentale, sans aucun objectif technologique, simplement s'intéresser à la dynamique de ce qu'est un milieu granulaire quand je le secoue, en fait. Je prends un tas de sable, je le secoue, qu'est-ce qui se passe ? Et derrière, en fait, il y a eu un certain nombre de travaux académiques qui ont été réalisés. On a été jusqu'à aujourd'hui donc faire une nouvelle thèse sur ce sujet, mais surtout développer un partenariat avec Safran. Donc pour une réalisation technologique sur des moteurs à plasma, donc sur des moteurs qui servent à mobiliser les satellites, en fait, ce sont des moteurs de satellites. Et ces moteurs à plasma, donc une cathode, une anode, et ils ont des problèmes de vibration qui sont assez importants. Ils sont fragiles aux vibrations, notamment lors des phases de lancement des lanceurs spatiaux. Et donc on a développé un système d'amortisseurs granulaires, donc en valorisant ces technologies-là. Qui aujourd'hui est breveté donc, avec Safran et avec qui on continue à avoir des collaborations sur le sujet. Et on essaie de continuer à la fois de le développer sur des terrains assez bas en allant vers des terrains beaucoup plus élevés avec des réalisations technologiques, donc, notamment dans le secteur du spatial. Alors on va quitter un peu les granulaires pour parler de fabrication additive métallique. Et je vais donner la parole à Eric. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, dans notre activité, on a, ça fait quand même plus de 50% de l'activité avec l'aéronautique et dans la fabrication additive. Et on a énormément de sujets qui nous ont amenés déjà aujourd'hui à travailler avec des membres Carnot, I2M, IR2L pour une collaboration sur de l'expérimentation pour une thèse. Et on a aussi des pieds dans d'autres Carnots avec Centrale Lyon sur des thématiques de simulation par rapport à des indicateurs métallurgiques pendant la fabrication additive.
Et tout ça nous conduit forcément à continuer, à vouloir continuer à développer ces partenariats, pardon. Et par exemple, on a un gros sujet. Alors nous, tous nos partenariats sont tirés quand même par des industriels, par des sujets qui doivent rentrer dans une industrialisation. Alors quand c'est une voiture, c'est à 3 ans. Quand c'est un avion, c'est un petit peu plus loin. Un bateau, aussi un peu plus loin. Surtout quand c'est de la défense. Mais par exemple, on a un sujet sur comment on remplace une structure de voiture qui est un assemblage de pièces embouties soudées par une grosse structure lattice multicomposants, multimatériaux. Comment on fait pour imprimer une carrosserie de voiture qui serait à la fois métallique, à la fois composite et qui marcherait comme une voiture d'aujourd'hui. Donc on a un premier sujet comme ça. Donc forcément, avant de discuter avec un industriel, on va avoir besoin d'échanger avec un certain nombre d'acteurs pour se dire mais qu'est-ce qu'on peut aller faire dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme idée. Et notre arrivée dans Carnot, je pense, devrait nous aider à trouver des acteurs pour réfléchir sur tous ces sujets. On n'en doute pas, merci beaucoup. Et on va clore ce chapitre consacré donc aux opportunités de développement de recherche partenariale avec toi, Jade. Merci beaucoup. Dans la continuité un petit peu de ce que tu disais, Eric, sur Maupertuis, de notre côté, nous, on travaille avec énormément de secteurs d'activité, quasiment tous les secteurs d'activité, sauf le secteur automobile. Et donc, en fait, on a énormément d'enjeux de robotique flexible, d'adaptation, de génération de trajectoires, en fait, de robots qui font appel à des sujets d'intelligence artificielle. Pourquoi pas des sujets d'intelligence artificielle générative également. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on travaille avec tout notre pool d'industriels qui sont majoritairement des TPE, PME, quelques ETI, quelques grands groupes. Je crois que les grands groupes chez nous, on les compte sur les doigts de la main, et même la moitié des doigts de la main, si on peut couper un doigt en deux. Et le but du jeu, c'est de faire émerger ces besoins et de voir comment est-ce qu'on traite ces besoins. Est-ce qu'on les traite, nous, seuls, parce que la maturité technologique et la maturité marché est suffisamment forte, ou est-ce qu'on va aller chercher des partenaires pour les traiter en collaboration. Et donc, quand on va chercher des partenaires pour les traiter en collaboration, le but, c'est aussi d'aller monter des projets ensemble. Donc, on a monté quelques France 2030. On est en train de monter d'autres appels à projets, toujours en tirant parti de notre force du réseau et en impliquant un maximum de PME dans ces projets-là, parce que c'est notre tissu industriel majoritaire. Donc, en ce moment, on a énormément de sujets sur de la robotisation de ponçage, de la robotisation de soudage, du démantèlement de petits objets dangereux également. On a un projet autour du démantèlement et reconditionnement de batteries, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte à des packs batteries qui sont usagés, qui ont une vie, qui ne ressemblent pas du tout au magnifique modèle CAO que peut fournir l'industriel au début de la vie d'un pack batterie. Mais comment est-ce qu'on va s'adapter à tout ça et comment on fait en sorte que la robotique soit un petit peu plus flexible que ce pourquoi elle a été conçue auparavant. Voilà. Donc c'est des sujets qui sont passionnants et de notre côté, notre tissu industriel nous abreuve d'énormément de contraintes et de besoins. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas tous les satisfaire parce que nous, seuls, on n'a pas le nombre de TP suffisant. Parce qu'on disait tout à l'heure avec Sébastien, on est les petits poussins des Carnot dans notre nombre de TP. Donc seul, on ne peut pas y aller. Donc le but, c'est de trouver les bons partenariats gagnants. On a déjà commencé un petit peu à collaborer avec Angers. On est lauréat d'un appel à projet compétences et métiers d'avenir ensemble. Et on travaille notamment à ce qu'on peut faire en termes de mutualisation de matériel. Comme vous pouvez le voir aussi, pour nous, ça passe aussi par ça. Nous, on a 1200 mètres carrés de halles techniques répartis entre La Roche-sur-Yon et Le Havre avec énormément de matériel robotisé pour faire des essais. Et donc le but du jeu, c'est aussi de pouvoir penser intelligemment, pas seulement les sujets, pas seulement les humains, mais aussi le matériel. Voilà. Merci à tous. Alors le troisième thème qu'on va aborder, c'est la partie transfert industriel, valorisation des résultats de la recherche, dans une logique ressourcement, recherche partenariale, transfert. Mais Jade l'a rappelé, en fait, on est aussi abreuvé de demandes industrielles qui nourrissent en fait qui viennent de besoins exprimés.
qui vont être abordés de manière un petit peu accompagnement, expertise dans un premier temps, et qui peuvent identifier ensuite des verrous qui seront traités dans la recherche. Donc c'est bien dans les deux sens, et ça c'est important à préciser. Alors pour témoigner sur cette partie valorisation des résultats de la R&D et transfert industriel, Olivier, qui a le cheminement complet, on va dire, dans le cadre de ces projets. Quel est ton avis sur le sujet, ou comment tu peux témoigner? Merci Bertrand. Oui, donc nous on couvre les TRL 3 à 8, donc on a à la fois beaucoup d'activités de recherche avec des laboratoires académiques. Depuis 7 ans, 9 thèses qui se sont déroulées sur des process. Et sur la partie aval, TRL 8, beaucoup de travail avec les PME qui viennent nous voir pour des problématiques précises autour des céramiques, que ce soit les matériaux ou les procédés. Et on a un exemple assez emblématique de ce qu'on peut proposer comme service à une entreprise qui a rejailli sur la recherche, puisqu'on accompagne une PME de 60 personnes qui est basée à Angoulême, qui fait des bougies d'allumage de turbines aéronautiques, dont l'ignition est produite par une petite pièce céramique sur laquelle se produit un microplasma. Donc on est, vous l'imaginez, sur des bougies qui sont très différentes des bougies de voiture. Cette petite pièce céramique n'était pas maîtrisée par ce fabricant. On lui faisait que l'assemblage des bougies. Elles étaient fabriquées à l'étranger, manuellement. Et ces bougies sont notamment les bougies des turbines du Rafale. Donc, ce qui a pu poser quelques problèmes à un moment donné. Donc il a été question pour eux de s'approprier cette technologie. Donc ils sont venus nous voir, n'étant pas céramistes. Ça a démarré en 2018. Donc on a conduit 5 ans de R&D pour comprendre ce qu'était le matériau, pour essayer d'aboutir à un procédé industriel, moins opérateur dépendant. Et à la suite de ces 5 années de R&D, ils ont décidé d'investir dans un lot de machines, de constituer une ligne pilote et de l'installer chez nous, pour la simple et bonne raison que, n'avait pas de place, était en train de se construire une nouvelle usine, et ils avaient besoin qu'on qualifie le procédé, recette par recette, référence par référence, avant de se l'approprier. Donc là, c'est un travail en cours depuis maintenant 2 ans. Le transfert est prévu en mars 2026. Je dirais clé en main, puisque en parallèle, on forme leur personnel à l'utilisation de cette ligne. Et on les a convaincus, au début de cette ligne pilote, de s'intéresser aux matériaux, qui est très sensible à l'humidité, à la température, tout un tas de paramètres, et d'apporter des connaissances scientifiques derrière ce matériau. Donc on les a rapprochés de notre laboratoire partenaire à Limoges, qui travaille sur les céramiques également, et ils ont décidé de lancer une thèse CIFRE qui se soutient là en début d'année 2026, dont la personne sera recrutée, sera en charge de mettre en œuvre la ligne pilote, et ils vont même constituer une équipe R&D autour des céramiques, avec une autre thèse CIFRE qui démarrera à la suite. Voilà, donc un bel exemple du lien qu'on peut faire entre l'industrie et les laboratoires. Ça, c'est l'exemple vraiment important du moment. On a également dans notre passé la création, l'essaimage de sociétés, puisque la société 3D Céram, basée à côté de Limoges, qui fabrique des machines de fabrication additive céramique, est un spin-off du CTTC, suite à un partenariat historique avec un laboratoire sur la technologie stéréolithographie laser. Aujourd'hui, c'est une société, donc on a essaimé en 2009, qui fait 30 personnes, qui a récemment été rachetée par un groupe japonais, d'ailleurs, pour étendre leurs activités. Et on a également des porteurs de start-up qui viennent nous voir, qui ont besoin d'un atelier pour matérialiser, pour monter en maturité leur idée. Donc on a une plateforme d'à peu près 1000 m² pour la fabrication des céramiques. On a ce phénomène qui se produit. Alors on ne se substitue pas aux organismes de valorisation, de maturation comme les incubateurs. Nous, on propose juste la mise à disposition d'un atelier, de nos compétences pour les accompagner, d'une part. Et on a également des sujets qui mériteraient de lancer des startups où là on manque de porteurs. Donc rentrer dans le Carnot pour nous, c'est aussi étendre ce réseau industriel, laboratoire, pour lancer de nouvelles activités et répondre aussi à des problématiques qu'ont nos clients autour des céramiques où on manque d'expertise, notamment la méca,
qui est un problème assez brûlant, notamment sous sollicitation dynamique. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup, je pense, où on va s'enrichir mutuellement. Merci. Merci. Alors, il y a un autre marqueur très fort de l'identité du Quart Noir, c'est notre ancrage territorial. Moi, quand je suis arrivée ici, on m'a dit ça fait partie de l'ADN. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue. Et on avait envie aussi de consacrer une partie de cette table ronde à voir comment vous, au sein de vos écosystèmes locaux, où vous êtes particulièrement bien implantés, maintenant que vous portez le dossard Carnot, je vous vois tous avec les... Il n'y a que moi, hein, je m'occupe de la com et je suis la seule sans badge quand même, il faut le faire là. Les cordonniers toujours les plus mal chaussés. Donc on voulait faire un petit tour d'horizon avec vous de la façon dont vous envisagez cet ancrage, dont vous avez construit cet ancrage territorial sur lequel maintenant vous allez pouvoir agir en complémentarité avec l'ensemble du réseau de Quart Noir et porter aussi les couleurs du Quart Noir. Donc, on avait prévu de commencer au départ. Et bien oui, c'est Sébastien qui va se faire le porte-parole de toute une région. Merci. Oui, et donc je parle au nom d'Alexandre et de Jade, qui pourront compléter mes propos d'ailleurs, parce qu'on n'a pas, on part sans filet, on ne s'est pas concerté avant. Donc il se trouve qu'on est effectivement 3 centres techniques, centres de ressources technologiques dans la même région. Donc on partage les mêmes métiers, grosso modo. On n'a pas tout à fait les mêmes valences les uns et les autres, pas les mêmes origines, mais on a les mêmes métiers de conseil d'accompagnement aux PME, de centre de formation, de gestionnaire de plateaux techniques, voire de pilote de projets de coopération de R&D. Et autour de ce constat, en fait, on s'est aussi rendu compte qu'on avait peu ou prou les mêmes structures de gouvernance. La région, naturellement, nos agglomérations respectives, donc Laval pour Alex, La Roche-sur-Yon et Le Havre maintenant pour Jade, et puis Angers pour WeNetwork. Et puis, au-delà des agglos, on avait le même label étatique aussi. Voilà. On est tous les 3 des réseaux industriels dans 3 départements différents. La région Pays de la Loire en compte 4 et on s'est rapproché d'un 4e centre technique qui lui est localisé à Nantes, qui s'appelle le CETIM, qui est bien connu, pour se dire mais en fait notre sujet c'est l'industrie du futur et l'accompagnement des PME en région au dernier kilomètre. Créons un réseau, voire une plateforme commune entre nous. Et ça s'est traduit par un projet qui s'appelle Quatrium en Pays de Loire, un projet de plateforme d'accélération vers l'industrie du futur où on met en réseau nos expertises, nos moyens technologiques, nos démonstrateurs pour à la fois acculturer les industriels, leur présenter les technologies, alors là j'y reviens, à l'état de l'art, puisqu'on est sur de l'accompagnement au dernier kilomètre et aujourd'hui à travers cette plateforme Quatrium on ne fait pas de R&D à proprement parler, on est sur du déploiement de solutions technologiques pour répondre à des pain points industriels qui nous sont amenés. Donc on mobilise des démonstrateurs chacun qui sont en réseau, ce qui fait que grosso modo quand vous rentrez chez l'un vous vous connectez aux démonstrateurs de tous. C'est un peu l'idée. Mais on le fait concrètement. Donc on accompagne 40, 50 boîtes PME, ETI industrielles par an sur ces sujets-là. Et ce qu'on se dit en fait, c'est que le fait que 3 de ces centres techniques intègrent le Carnot Art, ça ouvre potentiellement des perspectives autour de cette plateforme pour ne pas faire uniquement que de la démonstration de solutions matures existantes à déployer à l'instant T, mais potentiellement mobiliser aussi cette plateforme pour démontrer des technologies un peu moins matures dans des contextes industriels et sensibiliser aussi cette communauté de PME et de TI. C'est plusieurs centaines d'entreprises en fait, qui viennent sur nos démonstrateurs tous les ans pour les sensibiliser justement sur des actions de recherche à mener potentiellement en collaboration avec ce réseau.
Resso, qui par ailleurs, par rapport à la description qui a été faite au démarrage, est particulièrement pertinent dans ces axes thématiques par rapport aux problématiques de nos industriels qu'on rencontre sur ces plateaux. Donc voilà, c'est à la fois un ancrage territorial, une vraie logique de travail déjà en coopération à l'échelle de la région, et demain, à travers le Carnot, des opportunités pour aller encore un cran plus loin, prendre encore un temps d'avance par rapport aux besoins des industriels dans cette logique d'acculturation de ces PME et de ces ETI aux travaux de collaboration avec les acteurs de la recherche. Voilà. On peut certainement faire rebondir Alexandre sur le sujet. Participant à la plateforme Quatrium également, et puis pour la partie aussi transfert industriel qu'on a un petit peu zappé pour Alexandre. Sur Quatrium, Sébastien a tout dit. Je peux faire juste un petit retour arrière sur le transfert. Et je vais peut-être vous choquer, mais qu'est-ce qu'on met derrière le transfert? Moi, ce que je mets derrière le transfert, c'est ce qui se passe après la recherche. C'est après la création du savoir. Une fois qu'on a créé le savoir avec toute cette valeur, il faut le transférer, c'est-à-dire l'appliquer. Et en fait, je pense que c'est des choses, là-dedans, c'est faire savoir, vulgariser, optimiser, spécialiser. Et en fait, je pense que tous les labos que j'ai rencontrés, alors je viens du numérique, peut-être qu'on va dire que c'est ça. Comme ça, voilà. Si ça vous plaît pas ce que je dis, vous direz c'est parce qu'ils travaillent que dans le numérique. Tous les labos que j'ai côtoyés dans le numérique, ils n'aiment pas faire ça et en plus, ils sont pas bons pour ça. Et nous, CRT, on ne sait pas créer de la connaissance. Clairement, je ne sais pas créer de connaissance. Par contre, nous, ce qu'on aime faire, c'est appliquer, vulgariser, faire savoir. Voilà. Donc, j'en revenais sur cette notion de transfert. C'est pour qu'on apprenne à se connaître. En tout cas, je pense qu'on est tous différents, mais qu'ensemble, on complète une chaîne de valeur. Et c'était l'idée du ministère quand il a créé les CRT. Voilà. Vous me direz plus tard, en off, si c'est vrai que dans le numérique ou pas. Et désolé pour ceux qui font du numérique. C'est intéressant sur la notion de transfert, ouais. Très intéressant. Et Bertrand, tu voulais aussi intervenir sur la notion de transfert industriel avec une expérience particulière pour Valutech. Oui, donc nous, à Valutech, aujourd'hui, on a une forte expérience en mécanique, mais la volonté de l'université, c'est de valoriser l'ensemble des compétences des laboratoires. Et donc, actuellement, l'université a lancé un marché pour nous accompagner à reformuler notre offre et nous positionner sur des secteurs où, pour le moment, nous ne sommes pas. Et donc, l'objectif pour nous de rejoindre le Carnot, c'est de rejoindre un réseau national avec d'autres experts qui vont permettre de répondre à des sujets que les 2 chargés d'affaires que nous allons recruter en début d'année prochaine vont pouvoir identifier. Est-ce que je peux rebondir sur la notion quatrième, ancrage territorial, transfert dans ce que je trouve très intéressant et important dans notre démarche, c'est le début de l'entonnoir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à augmenter aussi le volume de recherche partenariale avec les PME, parce que c'est vraiment nous, notre ancrage très fort à nous. On a à la fois cet ancrage territorial, on est sur des territoires, on a été créé majoritairement par les entreprises de ces territoires pour servir leurs intérêts. C'est comment est-ce qu'on élargit cet entonnoir et comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer dans nos démarches une majorité de PME et petites ETI. Et du coup, c'est là où aussi on impulse une bonne dynamique avec nous, nos structures, avec Quatrium, et qui peut aussi être impulsée via ce qu'on va pouvoir faire ensemble sur le Carnot, c'est toute la partie acculturation, toute la partie événementielle, mais un événementiel de qualité, un événementiel pointu et un événementiel qui ouvre aussi aux besoins des entreprises qui font le choix aussi de nous faire confiance et qui font le choix de faire partie de nos réseaux. Voilà. Et qui pour moi est essentiel pour pouvoir amorcer en fait tout ce qui va découler. Et donc c'est aussi pour ça que de notre côté, on essaye de faire en sorte que tout ce qu'on produit, on le produit en partenariat, que ce soit en partenariat avec d'autres centres techniques sur Quatrium ou en partenariat avec d'autres structures qui vont aller représenter des filières, d'autres groupements d'entreprises pour faire en sorte d'augmenter le potentiel adressable des PME pour nos activités de transfert techno, nos activités d'accompagnement, nos activités de recherche partenariale.
Jade, on va peut-être rebondir avec Christophe, puisque tu disais jusqu'à quel point on accompagne l'industriel. Et je crois, Christophe, tu avais un bel exemple de projet d'investissement chez l'exploitant qui allait jusqu'à la formation des équipes. Si tu peux nous en parler un peu. Oui, tout à fait. Peut-être en préambule, parler de transfert industriel. Nous, en fait, on en fait déjà en interne. Et justement, par rapport à cet exemple-là, on fait le scale-up, c'est-à-dire grâce à des moyens, en fait, des moyens qui sont des lignes pilotes, on va faire de la montée en maturité technologique en interne de Canoë depuis l'échelle laboratoire jusqu'à l'échelle pré-industrielle, donc TRL3, TRL6. Donc, dans l'exemple, c'est précisément de faire de la fibre de carbone. Donc, on fait la fibre en fait à l'échelle petit laboratoire à Pessac, puis ensuite à l'échelle pré-industrielle. C'est ce qu'on voit là sur les photos. Et ceci donc pour pouvoir après effectivement passer la main à un exploitant industriel. Et donc c'est dans ce cadre-là que Canoë a mené des activités de transfert industriel d'un moyen industriel dans le cadre d'un projet d'investissement de ce moyen industriel chez un exploitant. Et donc Canoë, lui, est parti en fait de l'élaboration du cahier des charges, la recherche de fournisseurs, ensuite l'analyse des propositions commerciales, la sélection du fournisseur, puis ensuite le suivi de la fabrication du moyen industriel par le fournisseur, la vérification de la conformité aux spécifications demandées, et enfin effectivement l'assistance à la mise en route du moyen industriel jusqu'à la formation des opérateurs sur ligne. Voilà, donc tout ça, ça me prend du temps, hein, puisque on a démarré tout ça il y a plus de 8 ans avec la Défense, et on n'en est encore pas au stade où l'exploitant industriel va fabriquer la fibre, mais c'est en bon chemin. Et ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ce sujet-là, c'est que le centre technologique se doit aussi, au-delà de l'application directe, c'est de pouvoir rendre accessible une technologie à d'autres, puisque là, vous imaginez bien, on est dans un secteur ultra confidentiel, mais la fibre de carbone, elle peut servir à plein d'autres domaines, donc pouvoir vulgariser cette technologie-là, pouvoir la rendre accessible. La notion de dualité est importante, on l'a vu dans le passé, hein, il y a de belles réussites dans le domaine dual entre la défense et le secteur civil, et tout le pourquoi aussi, la raison d'être d'un centre de technologie, c'est de pouvoir aussi partir d'une technologie d'un domaine pour pouvoir ensuite lui permettre d'accéder à plein d'autres domaines, et en particulier aussi au secteur des PME, là où le carbone peut être utilisé. Voilà, merci. Alors la fibre au carbone, ça peut être utilisé dans plein de domaines. Si j'ai bien compris, céramique aussi, et on ne fait pas que des assiettes. Mais néanmoins, quand on est à Limoges, on parlait d'ancrage territorial, on est un peu au centre du monde quand on fait des céramiques. Et je crois que tu voulais revenir un petit peu sur ce sujet-là, Olivier. Merci pour le centre du monde. Moi, j'aurais dit le centre de nulle part, mais on est bien nulle part. Donc, les céramiques, matériaux de niche, hein, très peu de connaissants en France et en Europe. Nous, on est multisecteur. Donc, on adresse vraiment tous les utilisateurs de céramique et on est intégré dans beaucoup de réseaux. On a tout d'abord cette filière céramique qui est fédérée dans un pôle de compétitivité à Limoges qui s'appelle le pôle européen de la céramique, qui représente à peu près 200 membres. Et c'est peu ou prou l'intégralité de la filière céramique française. Donc on est très intégré dans ce réseau-là. On est même au bureau du pôle européen de la céramique. Donc on a ce premier réseau plutôt industriel. On est également intégré dans l'association française des CRT, dont j'ai l'honneur d'occuper la présidence. Donc les CRT, c'est 70 structures à travers la France. Donc ça permet aussi de connecter tout un tas de compétences différentes. On a également en région Nouvelle-Aquitaine créé récemment l'association Actena, qui fédère 25 centres techniques, pas que des CRT,
puisqu'on y retrouve aussi le CEATEC, l'IRT Saint-Exupéry, mais qui permet d'étendre à nouveau un réseau de centres technologiques. Donc ces multiples réseaux permettent de toucher différents secteurs, différentes technos, différents matériaux. Donc on est pleinement intégré, puisqu'on est souvent au pilotage ou dans les gouvernances de ces réseaux-là. Donc la marque Carnot, elle va forcément rejaillir dans ces réseaux que peut-être, je pense que pour nombre d'entre vous, vous avez déjà des connexions avec certains de ces membres-là, mais je pense qu'elle en sera renforcée. Ce qui donne la couleur vraiment à notre Carnot, c'est à la croisée des réseaux, on le dit souvent, d'arriver à piloter justement la réponse aux besoins industriels qui sont exprimés et qui arrivent on va dire, dans une région, dans un lieu, et en fait qui sont instruits par le réseau. Ça, c'est un point essentiel en fait, et on l'organise comme tel pour répondre au plus vite possible, en tout cas pour mettre des référents en face ce besoin exprimé par un industriel souvent en fait. La croisée des réseaux, c'est aussi les réseaux internationaux que peuvent apporter les centres techniques comme les laboratoires de recherche par leur réseau académique ou industriel. Donc 2 petits témoignages de nos laboratoires par rapport à cette collaboration à l'international au travers de projets collaboratifs ou autres. Oui, alors un exemple, c'est un projet européen qui s'appelle Enerman, dans lequel nous étions impliqués avec 2 thèses. Et ce projet européen avec beaucoup d'industriels, majoritairement, le groupe Stellantis, mais pas que, en fait, des industriels avec des objectifs très variés. Il y a eu des chocolatiers, des gens du pharmaceutique, avec un point commun, c'est que ce sont tous des grands consommateurs d'énergie. Et le projet européen, en fait, qui a été proposé, c'est d'optimiser en fait la consommation d'énergie sur des grands sites industriels par des outils d'intelligence artificielle. Donc ce sont des systèmes dynamiques qu'on essaie d'optimiser. Voilà. Et donc on a conduit nous des travaux plutôt académiques avec une problématique d'ailleurs qui rejoint un peu le thème précédent de transfert de technologie. On a fait une preuve de concept en fait sur une usine pilote du groupe Stellantis. Et aujourd'hui, en fait, on est un petit peu à la croisée des chemins. Donc, en fait, le groupe Stellantis nous dit on aimerait bien déployer tout ça sur l'ensemble de leur site industriel. Et nous, on n'a pas les bras. On est plutôt mauvais en fait sur ces sujets-là de déploiement, de transfert de technologie. Et puis, quand je dis qu'on est mauvais, c'est que j'ai du vécu derrière. Je sais à chaque fois qu'on a été jusqu'à essayer de faire du transfert de technologie, passer le TRL6, on a beaucoup de mal à accompagner proprement, donc ça se fait souvent dans la douleur. On a des success stories, mais on a aussi des choses où finalement ça s'essouffle un peu parce qu'on ne sait pas faire. Donc quand je vois tous les CRT qui débarquent, je me dis mais c'est parfait parce que c'est le rouage exact qui nous manque pour que tout s'enchaîne relativement proprement. Donc oui, j'ai quelques exemples aussi de cas de transfert de technologie qui ont été un peu douloureux, où on développe des algorithmes, etc., qui ont pour vocation d'être embarqués. Mais après, quand on fait une carte prototype électronique, ok, ça c'est une chose. Mais de la déployer de façon industrielle, c'est pas du tout notre taf et on sait pas du tout faire, quoi. Et voilà. Donc, petit appel du pied sur les CRT, parce que c'est des choses où on aurait besoin vraiment de renfort, et notamment dans le prolongement de ce projet européen pour lequel le groupe Stellantis nous fait un appel sur lequel on ne sait pas vraiment répondre, quoi. Philippe ? Oui, donc je vais essayer de faire la synthèse entre les problèmes d'ancrage et puis internationaux. Alors, au travers d'un exemple, alors nous on a un territoire dans le nord et je vais aller jusqu'en Belgique et tout le Benelux où on a un tissu industriel en mécanique qui est très fort, alors qui est très connu dans le transport, c'est qu'il y a beaucoup d'usines de production. À la fois ferroviaire, automobile, etc. Mais il y a aussi, peut-être un peu moins connu, il y a énormément de PME en industrie mécanique, fabrication. C'est énorme, c'est la première région. Enfin, il y a des chiffres qui montrent que vraiment, en termes de PME en mécanique, c'est vraiment très très dense. Et donc, en fait, on a... alors, ça, c'est un besoin. Donc, il y a un fort besoin, en fait, de aussi monter un peu en compétences en fabrication mécanique.
Et nous, en parallèle de ça, en laboratoire, et donc avec d'autres laboratoires dans la région, y compris donc frontalière, on a développé en fait on s'est intéressé à la fabrication additive, alors évidemment comme beaucoup, hein. Mais alors avec l'idée de départ, c'est de dire que nous on avait des connaissances, des compétences très fortes sur le lien entre microstructure et propriété d'usage, et notamment propriété mécanique. Donc l'idée c'était de dire finalement est-ce qu'on peut développer des moyens de fabrication additive à bas capex, donc à bas coût d'investissement, qui permettent quand même d'atteindre des propriétés mécaniques qui soient performantes ou suffisamment performantes pour certaines applications. Donc c'est ce qui a été développé au travers de plusieurs projets Interreg. Donc il y a encore là on a deux projets Interreg en cours avec donc des collègues notamment de Belgique, et sur lesquels on travaille sur ces dispositifs que l'on mêle avec des moyens de mesure de suivi des procédés in situ, avec du traitement aussi IA associé. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de développement et qui pourrait intéresser, justement, ou qui intéresse des industries, qui pourrait intéresser des industries PME, notamment de la région ou frontalière. Et là, on se dit, là, finalement, le label Carnot, le réseau Carnot, il est super intéressant, parce qu'on pourrait aller faire connecter finalement tous ces développements que l'on a initiés, pour les faire rejaillir sur les tissus PME. Et au-delà de ça, on a aussi une structuration un peu plus régionale, hein, où on travaille on n'est pas tout seul, hein, parce que évidemment, il y a d'autres laboratoires qui s'intéressent à la question, y compris en région. Et donc, on est en train de développer aussi un réseau des laboratoires de recherche. Là, vient de répondre à un appel régional pour fédérer un réseau autour de la fabrication additive, qui va mobiliser aussi les collègues de Valenciennes, les collègues de l'UTC, etc. Donc voilà. Donc là, on aimerait bien, là on voit bien l'intérêt du Carnot pour aller connecter tout ce réseau académique avec ce réseau industriel. Alors c'est très ingrat parce que nous on a le décompte là, donc il va falloir qu'on mette un terme à la table ronde. On a commencé à vous entendre, je suis sûre que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à imaginer des collaborations avec vous, des nouveaux échanges. Le rêve, c'est un bon moteur d'imagination. Donc, on vous a demandé d'accepter de vous livrer un petit exercice pour terminer sur des choses positives. Et on vous a demandé de vous projeter, soit échéance 6 mois, 3 ans, 5 ans, et de vous permettre de rêver et de nous embarquer avec vous. Et se projeter, rêver, c'est aussi être synthétique et court. Allez, 30 secondes. Moi, je me permets. Je vais sortir de ma zone de confort. J'ai envie de dire que le rêve pour Canoë, c'est de pouvoir accélérer le développement des matériaux et l'optimisation des procédés grâce au data science et à l'intelligence artificielle et donc au numérique. Ça répond à trois enjeux aujourd'hui. Pour moi, ces 3 enjeux, il y a un enjeu de temps. C'est l'urgence à tous les niveaux, l'urgence climatique, l'urgence de souveraineté nationale et l'urgence sanitaire. Ça, c'est clair. Ensuite, il y a une deuxième contrainte qui est liée, qui est contrainte environnementale, notamment le recours aux matières premières, aussi un enjeu clé, et un enjeu aussi de complexité, c'est-à-dire que les matériaux sont de plus en plus complexes, les procédés sont de plus en plus complexes, ça associe de multi-compétences, multi-échelles, multi-matériaux, et là aussi, donc, le recours à ces technologies du numérique au croisement avec les sciences des matériaux me paraît un enjeu important et de rêve pour pouvoir réunir, et le Carnot s'y prête pour réunir toutes ces compétences. Voilà. Oui, des collaborations, je pense, avec les uns et les autres sur des thématiques spécifiques. Mais j'avais eu une idée, en fait, seulement à suggérer, qui est plutôt fédérative, en fait, sur l'ensemble du Carnot, qui concerne la communication. Et peut-être d'avoir une plateforme de communication commune pour valoriser, en fait,
les actions de recherche, les actions de R&D qui sont conduites au sein du Carnot. Alors ça peut se faire avec des choses comme des vidéos très courtes. Alors, je pense à des choses un peu contre nature pour les enseignants-chercheurs qui sont des vidéos TikTok, des choses comme ça. Mais il y a de plus en plus de chercheurs qui mettent en lumière en fait un phénomène ou autre avec des vidéos très très courtes. Ça peut être aussi des serious games, nous on l'a déjà fait pour, notamment d'ailleurs pour le projet Anerman, où c'est un petit jeu très très court où on expose donc de façon très synthétique les enjeux du projet, qu'est-ce qu'on veut faire dans le projet, et puis quels sont les principaux résultats. Voilà, ce sont des petits jeux courts, mais qui ont l'avantage de rendre les gens qui font le jeu en fait beaucoup plus actifs en fait dans la compréhension de ce qu'on fait. Voilà, c'est une piste. Je lance la pièce. Hein, voilà, s'il y en a qui veulent rattraper la pièce et rebondir, on aura l'occasion d'en discuter. Voilà. Merci. Donc moi, très court, j'ai 2 rêves. Travailler avec mon voisin sur les sujets de montée en maturité électronique, et puis plus largement avec d'autres laboratoires qui auraient ces besoins-là. Et le deuxième, c'est, je vais me donner comme défi d'ici la fin de l'année prochaine d'avoir un certain nombre d'axes prioritaires de recherche autour de la transition environnementale de la filière, depuis les substrats de cartes électroniques jusqu'au process d'assemblage, désassemblage, réparation, recyclage, que j'aurais pu identifier à travers le réseau des laboratoires de recherche du Carnot, de façon à bâtir mon plan de développement WeNetwork 2030. Voilà, c'est ça mon rêve. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire après ça? Le chiffre qui est sorti hier, c'est 3 milliards d'euros qui ont été investis par l'industrie l'année dernière sur la transition environnementale. Moi, mon rêve, c'est qu'ensemble, en fait, on fasse x2 sur ce chiffre grâce à nos collaborations pour un outil de production plus vertueux. Voilà. Moi, mon rêve, c'est que l'Europe arrête d'être naïve, mais ça n'a rien à voir. Je dirais que alors, les céramiques apportent des gains de performance grâce à leurs propriétés exceptionnelles. Moi, je considère qu'il y a des propriétés exceptionnelles, thermiques, mécaniques, etc. Donc, pensez aux céramiques. Elles peuvent être utilisées dans pas mal de cas, un peu en toutes circonstances. Alors, on ne peut pas tout faire, mais on peut faire beaucoup. Donc, il faut qu'on discute ensemble. Merci. Moi, mon rêve, c'est que Bertrand, tu m'appelles dans 3 mois et que tu me dises, il y a une boîte du sud de la France qui a rencontré un labo partenaire du Carnot et ils ont une problématique de perte de savoir-faire parce qu'ils ont des profils qui partent à la retraite ou qui sont très spécialisés. Et je sais qu'à Laval, vous avez, avec vos collègues des arts et métiers, une plateforme qui s'appelle CapLab et qui permet de faire la préservation, l'analyse et la transmission de savoir-faire rares, de gestes métiers rares. C'est un peu l'ambition d'être une sorte de l'INA du geste technique ou une bibliothèque vivante du patrimoine des entreprises. Et nous, à Laval, avec Benjamin, que j'aperçois là, on doit exploiter cette plateforme. Donc mon rêve, c'est que tu m'appelles avec des opportunités. Voilà. Oui, alors si je dois pousser un rêve, c'est un rêve un petit peu plus lointain, faire en sorte que l'humain soit remis au centre de l'industrie, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de techno, mais je crois que la base c'est quand même l'humain, et que si on ne fait pas les choses dans le bon sens par rapport aux humains, il n'y aura plus personne dans les industries, il n'y aura plus d'ingénieurs pour inventer des nouvelles technos. Donc faisons en sorte que notre intelligence collective permette effectivement à, on va dire, faire évoluer une industrie, alors évidemment plus durable, plus résiliente, mais plus humaine. Oui, merci. Oui, bravo. Je rebondis du coup sur ta proposition. Je pense, en parlant d'humain, je pense qu'on oublie un peu, où il faut penser aussi à nos étudiants. On est aussi là, nous, évidemment, laboratoire, on forme beaucoup aussi. Enfin, les centres, évidemment, accueillent aussi beaucoup d'étudiants. Moi, mon rêve, c'est c'est de transposer ce qu'on fait un peu en recherche. Nous, on attire beaucoup des étudiants en les faisant rêver, justement, sur des travaux de recherche, sur des ambitions de recherche au service de la société, évidemment. Mais aussi, c'est d'attirer aussi de faire plus de liens encore avec des problématiques sur des PME, sur des problématiques
liés à des enjeux environnementaux ou même aussi de santé. Et voilà, c'est de faire le lien et d'aider que le Carnot nous aide aussi à faire le lien finalement entre ces ressources étudiantes qui sont le cœur finalement du potentiel humain avec des problématiques applicatives et puis qu'on fasse le lien tous ensemble. Mon rêve, c'est de continuer de développer un dispositif qui est né sur Valenciennes, donc le dispositif InnoPME Recherche. Ce dispositif consiste à recruter des alternants qui sont co-encadrés par un personnel du centre technique et un personnel du laboratoire de recherche, qui sont dédiés à des prestations pour des PME, donc des sujets de courte durée. Et on a vu qu'avec ce dispositif, on a pu emmener des PME jusqu'à des thèses et même embaucher le thésard pour créer un service recherche-innovation dans la PME. Et un autre rêve, j'aimerais être le premier parmi nous 9 à avoir une collaboration avec un membre du Carnot. On a déjà commencé à discuter avec Quentin Fidel. Il a rendez-vous chez un industriel demain. Peut-être qu'on sera le premier. Écoutez, en tout cas, merci à tous pour l'expression de ces rêves, en espérant les réaliser à court terme, Alexandre, ou à plus moyen-long terme. Je retiendrai l'intelligence collective et également mettre l'homme et la femme, bien sûr, au centre par rapport à ces ambitions collectives que nous avons, au service de la société et au service du développement industriel. Voilà.